On va commencer. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette table ronde qui sera consacrée au futur des grands événements sportifs internationaux. Je serai rejoint ensuite sur scène par un panel exceptionnel qui est devant moi. Je présenterai les différents intervenants, mais vous avez beaucoup de chance d'être ici. Vous avez fait le bon choix en rejoignant cette salle. J'espère que vous ne le regretterez pas à midi. Donc pourquoi vous parler du futur des grands événements sportifs internationaux dans le cadre de cet événement sur le sport business ? Tout simplement parce que la France est devenue, au cours de la dernière décennie, le premier lieu d'organisation des grands événements sportifs internationaux dans le monde. Elle a dépassé les États-Unis, dépassé l'Allemagne, dépassé le Royaume-Uni. Vous voyez qu'il y a eu une très grosse accélération depuis 2016. Et ces événements sportifs internationaux, on le verra, ce sont autant d'opportunités pour les entreprises françaises de démontrer leur savoir-faire en France, puis de s'exporter à l'international. Et on a la chance d'avoir JL Evans dans le panel tout à l'heure, qui pourra nous apporter des éclairages intéressants sur ce sujet. Cette dynamique, elle va se poursuivre après 2024, avec cette perspective d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, mais pas que, comme vous le voyez sur cette page. L'autre opportunité des grands événements sportifs internationaux, c'est que finalement, on en parlait avec Maël tout à l'heure, ils agrègent l'ensemble des corps de métier de la filière du sport business. Je vous ai donné deux ordres de grandeur que vous l'ayez en tête. L'évaluation de l'impact de la Coupe du monde de rugby, dont le président Jacques Rivoal est présent aujourd'hui. Donc c'est plus de 1,8 milliard de dépenses dans des secteurs très variés. On pense systématiquement aux dépenses d'organisation, mais évidemment, vous avez des dépenses dans le secteur du tourisme, donc le transport, l'hôtellerie, la restauration, etc. Plus de 10 milliards de dépenses en ce qui concerne les Jeux Olympiques, avec là encore des dépenses en termes d'infrastructures, mais pas que, des dépenses qui bénéficient au secteur du tourisme et de la construction. Alors, les défis auxquels vont être confrontés les grands événements sportifs internationaux, et ce sera l'objet du panel qui se regroupe tout à l'heure, ils sont multiples. D'abord, l'efficacité économique. Un exemple qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a un énorme effet d'entraînement de ces grands événements sportifs internationaux sur le territoire. J'adore cette carte qui a été produite pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous avez une représentation graphique de l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur la construction du village olympique. Donc vous voyez que ça n'est pas qu'une histoire de major du BTP, ça n'est pas qu'une histoire d'entreprise localisée en région francilienne, c'est tout un pays qui a participé à la construction de ce village olympique. Des enjeux de décarbonation, on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Siorac, qui est économiste pour le GIEC, et qui nous occupe énormément, par exemple pour la Coupe du monde de rugby. On y reviendra avec Dorian Grimaud qui travaille pour World Rugby, où finalement vous avez une empreinte carbone de cet événement qui représente plus ou moins 800 000 tonnes et qui est générée à plus de 90% par le transport, d'où des réflexions qui doivent être initiées par les organisateurs de grands événements. Donc c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir Dorian parmi nous, pour essayer de réduire dans les années à venir ce poste carbone qui pourtant est au cœur d'un grand événement sportif international. Le principe du I de international, c'est évidemment que l'on accueille le monde. Donc comment trouver un équilibre entre l'ADN de cet événement et l'impératif de décarbonation qui s'impose à tous. Autre question que l'on va essayer de traiter, l'acceptabilité sociale et territoriale. Petit focus sur la Coupe du monde de rugby, là encore, puisque vous avez eu 40% des retombées de la Coupe du monde de rugby qui ont été générées à l'extérieur des villes hôtes. Et ça, c'est une des véritables richesses de ces grands événements sportifs, de ne pas être réservé qu'à quelques happy few qui sont dans les stades et qui vont dans les villes hôtes, mais générer des emplois, des animations, 2500 animations sur le territoire à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Des enjeux d'innovation technologique, on pourra aussi y revenir.
Vous voyez bien que si la France a fait le choix de jeux pour tous, jeux inclusifs, par exemple la cérémonie d'ouverture sur la scène a cette ambition, vous voyez bien que Los Angeles 2028, eux, essaient de se positionner sur ces enjeux de réalité virtuelle, avec une cérémonie d'ouverture en réalité virtuelle, d'essayer de développer la fan expérience avec des enjeux de écran LED permettant d'avoir une expérience plus immersive. Autre enjeu, l'attractivité et le soft power, on va passer rapidement dessus, mais vous voyez bien que des puissances économiques majeures, en particulier les puissances du Golfe, essaient d'utiliser le pouvoir du sport, qui n'est pas qu'un pouvoir économique, mais qui est aussi beaucoup un pouvoir diplomatique, car il mobilise les imaginaires et génère des émotions. Ils utilisent le pouvoir du sport pour essayer de peser sur la scène diplomatique internationale. Et enfin, dernier enjeu, la réinternalisation de l'organisation des grands événements sportifs internationaux, où là, vous voyez bien que certains détenteurs de droits essaient de reprendre en leur nom propre l'organisation de ces grands événements, ce qui peut générer des opportunités pour ces détenteurs de droits, peut générer des opportunités pour les entreprises qu'elles peuvent embarquer avec elles dans tout un tas de marchés à l'international, mais qui, on le verra, notamment avec Dorian et Bruno, peut générer des difficultés, l'accès des plus petits acteurs à ces marchés et ou des difficultés juridiques sur la passation de marchés. Bon, je vais m'arrêter de parler, ça pose un peu le cadre de notre conversation. Et donc j'appelle sur scène Nicolas Siorac, directeur du Geneva Resilience Center, économiste pour le GIEC. J'ai en prie Nicolas. Jacques Rivoire, le président de France 2023. Vous pouvez vous asseoir. Bruno Lartigue, directeur des relations institutionnelles de GL Events. Dorian Grimaud, Senior Communications Manager de World Rugby. Et Pierre Constant, associé Sustainability chez EY, qui apportera l'éclairage d'entreprises privées il manque une chaise, d'entreprises privées qui s'investissent particulièrement sur ces enjeux de transition environnementale. Peut-être pour commencer, Jacques, donc président de France 2023, la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby s'est largement investie pour essayer de renforcer l'acceptabilité sociale des événements et réduire son impact environnemental. Quel regard vous portez sur les réussites de cette compétition et les leçons que vous tirez pour les prochains grands événements sportifs organisés en France? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Yannick. Oui, effectivement, je crois que dans cette Coupe du Monde de rugby, on a voulu pas uniquement réussir une belle compétition sportive, pas uniquement réussir une belle organisation avec pas d'incident en termes de sécurité, pas d'incident en termes de transport, de logistique, pas uniquement faire une grande fête populaire pendant 2 mois, mais on a voulu peut-être pour la première fois de façon aussi forte mettre au cœur de l'organisation de l'événement la dimension sociétale, ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise les démarches RSE, tout simplement parce qu'on a considéré qu'un comité d'organisation d'une Coupe du Monde, c'est une entreprise, alors un peu particulière parce qu'elle est éphémère, hein, elle démarre il y a 7 ans avec un dossier de candidature où il y a 2-3 personnes, et elle est en train de se finir en ce moment où il y a de nouveau 3-4 personnes pour clôturer les comptes, liquider la société, et entre-temps ça monte avec une entreprise qui a fait travailler 17 000 personnes, et c'est 600 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est une entreprise éphémère, mais une entreprise qui doit aussi, comme toutes les entreprises aujourd'hui, s'approprier les dimensions sociétales et en particulier environnementales. Donc c'est vrai que c'est un défi, et on n'a pas décidé uniquement de le faire parce qu'on voulait le faire, mais tout simplement parce que les citoyens nous l'imposent. On avait fait une enquête avant la Coupe du Monde où les chiffres nous avaient frappés. 79% des Français qu'on avait questionnés nous avaient dit on vous attend aussi sur vos réponses sociétales très, très concrètes. Et je crois que dans votre étude d'impact que vous avez fait, Yannick, avec le cabinet EY, c'est pour le sujet de l'environnement, c'est 53% des gens qui disent vous devez vraiment avoir une promesse environnementale. Donc on a essayé de le faire. Les chiffres là ont été montrés à l'écran. C'est vrai qu'on est assez content parce qu'avec un peu plus de 800 millions de tonnes de CO2, on est à 3 à 4 fois moins
moins polluant en termes de bilan carbone que ce qu'ont fait les Coupes du Monde de foot en 2018, au Qatar en 2022, voire l'Euro 2016. Alors c'est vrai qu'il restait néanmoins... pourquoi on a eu un bilan vertueux? C'est parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'investissements dans des nouveaux équipements. On a repris essentiellement des stades qui existaient, donc on a minimisé l'impact carbone de la construction des équipements. Et puis on a essayé de développer toute une série de plans d'action sur, par exemple, on a des excédents alimentaires dans les prestations d'hospitalité, dans les compétitions de rugby. Donc on a essayé de les retraiter, les recycler avec un accord avec la Fédération des banques alimentaires. On a laissé en héritage des systèmes de tri des déchets biflux. Tous les stades maintenant sont équipés de ça. Et puis on a beaucoup travaillé effectivement l'aspect aussi transport, parce que Yannick l'a dit, l'impact le plus important en termes d'émissions carbone, c'est le transport. Et une Coupe du Monde de rugby, c'est le monde accueille effectivement, la France accueille le monde, et le monde du rugby, il n'est pas uniquement en Europe, il est en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, et donc le bilan carbone des 425 000 visiteurs étrangers qui se sont déplacés, il est lourd. Donc on a essayé de le réduire après, une fois que les visiteurs étaient en France, en privilégiant des transports à mobilité douce, comme le TGV par exemple. Alors j'ai vu que l'équipe de France de foot maintenant s'inspire de cette belle expérience en allant à Metz en train, mais ils reviennent en avion, je crois. Bon, donc nous, on avait privilégié le transport en TGV de l'ensemble des équipes et des spectateurs. Et puis après, le vrai défi qui restait, c'était les spectateurs étrangers, parce que s'ils viennent de loin, ils vont venir effectivement en avion. Donc là, la démarche qu'on avait retenue, c'était de se lancer dans un plan, et ça c'est peut-être un peu nouveau, un peu novateur. Donc c'est là où on a été un peu incubateur de nouvelles solutions. On a essayé de se lancer dans un plan de compensation des émissions carbone, en se dotant d'un budget, en essayant de fédérer notre écosystème. Donc il y a une métropole, la ville de la métropole de Lyon, qui a adhéré financièrement à ce budget. On a un sponsor qui nous a aidés. On a World Rugby qui nous a aussi aidés pour mobiliser un budget. On est à plus de 2 millions d'euros pour financer des projets de compensation et d'absorption d'émissions carbone, et on va essayer comme ça de compenser plus de 100 000 tonnes de CO2. Alors c'est pas encore 100% de nos émissions carbone, mais je crois que c'est un début, et je crois que c'est ce message-là qu'il faut passer. Il faut aller encore plus loin pour, encore une fois, assumer notre promesse environnementale. Merci beaucoup Jacques pour ce retour d'expérience exhaustif sur la Coupe du Monde de rugby. Nicolas, si on se projette sur les futurs grands événements sportifs internationaux qui seront organisés en France, par exemple les Jeux Olympiques d'hiver, et avec ta casquette du GIEC, en quoi est-ce que tu penses que les grands événements sportifs peuvent faire partie de la solution, c'est-à-dire accélérer la transition environnementale de nos sociétés ? Alors, merci Yannick, merci pour l'invitation et merci pour cette question. L'avantage des grands événements sportifs, s'ils sont pensés pas pour l'instant T et uniquement pour leur réalisation et projetés en fait sur le futur, on va prendre l'exemple des JO 2030. Si on pense les JO 2030 uniquement pour l'hiver 2030, en fait, on passe à côté. Si on pense les JO 2030 comme une opportunité d'établir des transformations pour la montagne dans les années 2030, dans les années 2040, dans les années 2050, en fait, on s'attaque à une réflexion sur les infrastructures et au plan climatique. On sait qu'aujourd'hui, en 2024, nos infrastructures ne sont plus adaptées au climat dans lequel on vit actuellement. On le voit sur les routes, on le voit sur les infrastructures d'évacuation d'eau, on le voit dans les bâtiments. Et en fait, les grands événements sportifs, c'est une superbe opportunité pour repenser ces infrastructures et penser cette adaptation. Parce que si on pense mal l'adaptation, on va aussi émettre moins de carbone, plus de carbone lorsque les chocs arrivent. Vous avez parlé de mobilité tout à l'heure. Les JO 2030, c'est aussi une excellente opportunité pour repenser la mobilité dans les infrastructures de montagne. Là, moi, je suis résident en Suisse. Je peux vous dire, voilà, j'ai plus de voiture depuis 10 ans. Là, ça m'a jamais manqué. Par contre, si je veux aller skier en fait en France, ça devient plus compliqué. Et je pense que les JO 2030, c'est une opportunité pour repenser aussi ces réseaux de mobilité, parce que la mobilité et les émissions de carbone liées aux mobilités pour les JO 2030 sont un axe de travail prioritaire. Donc infrastructure, penser à long terme, utiliser les grands événements sportifs pour faire de la prospective et pas uniquement pour l'instant T, et effectivement l'axe de la mobilité qui est primaire. Dorian, quand tu entends Nicolas qui parle finalement d'héritage de tous les efforts qui peuvent être faits pour les grands événements sportifs internationaux,
Qu'est-ce que cela t'inspire dans la perspective de la Coupe du Monde en Australie, sachant que le défi sera grand? On l'a vu, 94% des émissions carbone de la Coupe du Monde de rugby étaient générées par le transport. On peut imaginer que dans un contexte australien, à l'autre bout du monde, sur une île, ce bilan carbone soit encore plus important. Donc, quelles réflexions sont menées actuellement au sein de World Rugby pour faire face à cette situation? Merci Yannick et bonjour à tous et à toutes. Moi déjà, je voudrais revenir rapidement sur l'héritage de France 2023, parce que c'est vrai que Jacques, tu en as parlé, et depuis le début de la candidature, France 2023 a voulu porter cette vocation d'avoir un tournoi qui allait avoir un héritage. Et je pense que l'héritage, notamment environnemental et sur la mobilité, va nous servir à nous pour les prochaines Coupes du Monde. Je m'explique et je reprends l'exemple de ce partenariat avec la SNCF. C'est vrai que de prendre ce parti pris, de faire déplacer les équipes en termes d'effet moteur et d'entraînement, on a vu que ça a amené à des changements de comportement qui vont avoir un impact dans le futur. Cela étant dit, maintenant, on a aussi ce challenge de s'engager sur l'avenir. World Rugby a décidé de s'aligner sur les accords de Paris de la COP21, donc avec une réduction de nos émissions carbone de 50% à l'horizon 2030. Ça veut dire forcément qu'on est obligé déjà de mesurer l'impact et les émissions carbone de nos événements et d'avoir un plan en conséquence. C'est très compliqué quand votre événement change d'endroit tous les 4 ans, puisque chaque pays a ses spécificités, chaque pays va avoir ses challenges. Et tu l'as mentionné, quand on va en Australie, dans un pays qui est une île-continent, on va forcément devoir anticiper tous ces changements-là. Si on prend juste la valeur carbone pure, on pourrait se dire que 425 000 supporters qui se sont déplacés pour la France en 2023, c'est beaucoup, et c'est générateur, comme tu l'as dit, de beaucoup des émissions carbone, une part très importante, 86%. En Australie, on ne s'attend pas à 425 000 personnes qui vont se déplacer. On sait que ça va être autour de 200-250 000. Donc on pourrait très bien faire la technique de l'autruche ou être assez ironique et de dire qu'en fait on a réussi à réduire nos émissions carbone puisqu'au final, moins de personnes se sont déplacées pour notre événement. Cela étant dit, nous on va essayer d'aller un peu plus loin. Forcément, on a une ambition qui est forte. Donc regarder le poids carbone par visiteur entrant dans le pays, c'est aussi ça qu'on va regarder. On va regarder les déplacements une fois que les supporters sont dans le pays, quelque chose sur laquelle on a un peu plus la main. Et donc, en effet, il va falloir repenser comment est-ce qu'on organise légèrement différemment nos compétitions. Donc pour reprendre juste l'exemple de l'Australie, parce que c'est vrai qu'il arrive quand même assez vite, dans 3 ans, on a la Coupe du Monde masculine là-bas. Comment est-ce qu'on organise des poules géographiques, par exemple, pour permettre aux supporters de ne pas avoir à traverser de Perth à Sydney pour suivre leur équipe lors des matchs de poules. Donc ça, c'est donc des décisions prises très en amont sur la création et le format de l'événement pour, à moyen et long terme, réussir à réduire ces émissions de carbone. Donc il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs pistes, on se fait aider et on se fait accompagner aussi. Et ce n'est pas facile du tout parce qu'il y a ce paradoxe, en effet, de cet événement sportif international. Il vit par cet afflux de visiteurs étrangers. Enfin, j'espère qu'on y reviendra. Mais parce que les communautés hôtes, la ville de Sydney, les gouvernements locaux s'attendent à cet impact économique des visiteurs étrangers qui viennent apporter de la valeur ajoutée. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois réduire notre empreinte carbone en limitant le nombre de trajets et réussir à garder cet impact économique intact pour que ce soit toujours intéressant de les accueillir. Beaucoup d'injonctions contradictoires auxquelles font face souvent les organisateurs de grands événements sportifs. Bruno, vous avez entendu Jacques parler de la réussite de la Coupe du Monde de rugby 2023 et notamment la réutilisation d'infrastructures existantes ou seulement le recours à des infrastructures temporaires. Vous, chez G11, vous êtes vraiment au cœur de ce business model-là. Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour justement réduire l'impact carbone généré par ces installations temporaires et l'ensemble de vos opérations? Bonjour, merci Yannick. Alors oui, j'ai écouté Jacques et puis j'ai vécu Jacques pendant 1 an et demi presque, puisqu'on était voisins de palier presque. En fait, pour répondre à votre question, pour revenir un peu à ce qui a été dit, l'égésie de demain, ce sera comme l'égésie d'hier, parce qu'en fait, depuis que la Grèce antique et jusqu'aux Jeux de Los Angeles et après les Jeux de Los Angeles, en fait, un grand événement sportif est un temps de levier politique et d'accélérateur politique, en fait, et pour montrer la puissance des modèles, en fait. Là,
sur ces jeux et sur les jeux prochains, on va essayer de montrer le bon sens et la cohérence et la puissance des modèles au service de la diminution de l'impact carbone. En fait, pour avoir des événements et une planète durable, en fait. Voilà. Ces jeux, comme la Coupe du monde de rugby, ont été, pour la France, l'aboutissement et le commencement aussi du sujet du soft power que vous avez évoqué, l'aboutissement de choix politiques d'il y a 10-15 ans pour justement pérenniser ces grands événements, pérenniser les Jeux olympiques, pour que les villes candidatent et pour que les villes acceptent, et au travers des villes, parce que les villes, c'est qui ? C'est les citoyens des villes, c'est les habitants, c'est les Français, c'est les Parisiens, c'est les Californiens, acceptent de participer par l'impôt au fait qu'ils puissent organiser les Jeux olympiques. Et donc, on accélère, on a des leviers politiques pour bouger les infrastructures, l'urbanisme, les modèles de consommation, mais ça n'est ni plus ni moins que ça, des leviers de puissance et des leviers de modèle. Pour en revenir de façon plus terre-à-terre par rapport à GL Evans, votre question, c'est l'ADN du groupe, en fait. Parce qu'en fait, on est dans l'éphémère permanent. Et l'éphémère, par rapport au BTPiste, c'est quelque chose que l'on construit, que l'on démonte, que l'on recycle, depuis le fil électrique jusqu'aux chaises, aux tables et autres infrastructures et autres menuiseries. Donc de fait, GL Evans n'a fait qu'appliquer son modèle, c'est-à-dire acheter sur la base de composants durables, j'ai constitué des stocks qui seront réutilisés, qui seront tournés dans toutes les destinations des grands événements et qui seront réutilisés. En fait, c'est juste l'application d'un modèle d'événements sportifs éphémères. Pierre, quand tu entends les interventions des uns et des autres, toi, le regard que tu portes en accompagnant énormément d'entreprises privées du secteur du sport, mais pas que, d'après toi, quelle est la maturité de ce secteur du sport ou de ce secteur des grands événements sportifs internationaux par rapport aux défis climatiques que l'on va rencontrer et que l'on rencontre déjà ? Non, effectivement, quand j'entends les intervenants, je pense que ce paradoxe, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, toutes les entreprises du secteur économique qu'on accompagne, ils le vivent au quotidien. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, mais je reviendrai sur quelques exemples un peu plus vertueux, mais la plupart des entreprises voient ce sujet-là comme une contrainte. Évidemment, les vagues réglementaires qui sont en train de subir, qui sont en train de s'abattre sur les entreprises ne nous aident pas du tout à leur faire un petit peu changer la vie. Néanmoins, il y a des choses qui bougent. Aujourd'hui, si on regarde le CAC 40, on a 50% du CAC 40 qui a déjà indexé la rémunération variable des dirigeants sur des critères extra-financiers. Ça commence à faire bouger les choses. 50% des entreprises du CAC 40 évaluent aujourd'hui leur prise de décision, que ce soit en termes de projets de R&D, d'investissement, de M&A, également à l'aune d'une analyse combinée financière et non financière. Voilà. Et tous ces exemples-là sont relativement inspirants et je pense peuvent aussi inspirer les grands événements sportifs. Ce que je vois aussi, c'est que les grands événements sportifs internationaux, ils ont quand même 3 avantages par rapport au monde de l'entreprise. C'est qu'il y a ce soft power que tu as évoqué, qu'il faut certainement utiliser pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas confondre sobriété et austérité, qu'il ne faut pas opposer durabilité et rentabilité, qu'il y a moyen de créer un projet autour de tout ça. Et le sport, je pense, peut beaucoup aider. L'autre avantage que peuvent avoir le monde sportif, et notamment les grands événements sportifs internationaux, c'est également le levier politique, qui peut clairement être beaucoup plus facilement actionné spot dans le cadre de ces événements. Et puis le troisième, c'est le temps long, parce que finalement, pour une entreprise, c'est vrai que c'est pas évident de se poser ces questions, parce que la rentabilité, quand je suis coté, elle est attendue à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Pour une entreprise privée non cotée, à la fin de l'année, ça peut aller assez vite. Quand on prépare des JO ou une Coupe du monde de rugby, on a quand même un temps long. Donc je pense qu'il y a quand même quelques facteurs, positifs, favorables au fait que le monde du sport puisse se positionner sur le sujet, s'inspirer de ce que font aujourd'hui certains grands groupes pour adapter le modèle.
Et on pourra revenir peut-être sur quelques exemples, si tu veux, après. Avec plaisir, tu peux y aller sur les exemples inspirants d'entreprises privées dont devrait s'inspirer le monde du sport. Non, effectivement, je trouve qu'on en discutait quand on préparait la conférence. Je pense que sur le sujet de la billetterie, par exemple, et du sujet de l'origine des spectateurs et de l'impact carbone associé à l'origine des spectateurs, je pense que réfléchir à des prix différenciés en fonction de l'origine des spectateurs, c'est pas forcément incongru. Aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, on est habitué à payer des prix différenciés. Quand vous prenez un billet de train, un billet d'avion, le prix il est différencié. Quand vous bénéficiez des services publics en France, le prix il est différencié. Il dépend de votre taux d'imposition. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent à leurs clients, notamment sur des grands marchés publics, des prix dans lesquels ils affichent le prix euro et le prix carbone. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui sont prêtes à payer plus cher un touret de câble, en tout cas c'est ce qui se passe chez Nexans, un client qu'on accompagne, si le bilan carbone est plus intéressant. Parce que ça va aussi impacter leur propre scope 3. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on est prêt, certaines entreprises sont aujourd'hui prêtes à payer plus cher quelque chose qui va impacter leur scope 3. De la même manière que les entreprises, quand elles évaluent un processus M&A, va favoriser certains projets qui auront des impacts sur leur décarbonation, même s'ils pourraient être plus chers ou avoir un impact dilutif sur le résultat financier. À partir du moment où il a un impact bon pour leur scope 1, 2 et 3, ils peuvent aussi le regarder différemment. Et donc je pense que de cette manière-là, raisonner avec des nouveaux modèles d'affaires, par exemple sur la billetterie, mais peut-être sur d'autres choses, peut être aussi des pistes intéressantes en s'inspirant de ce que font les corporates. Merci Pierre. Jacques, par rapport à ce que vient de dire Pierre, est-ce que d'après vous, l'incitation doit venir de la part de l'organisateur du grand événement, par l'intermédiaire du cahier des charges, ou est-ce que c'est au prestataire, et je poserai la question à Bruno tout à l'heure, d'être force de proposition et d'intégrer ces contraintes à son offre de service ? Non, moi je pense que l'impulsion, elle doit venir de l'organisateur, que ce soit la fédération internationale ou le comité d'organisation localement. Et moi, je souscris à ces pistes. Je pense que il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Et comme vous le disiez, nous, on a été un peu incubateur, on a un peu démarré, on a testé des choses, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et moi, je suis pour l'avoir vécu, je pense, parce qu'on avait eu des débats aussi en interne sur les arbitrages, toujours entre l'économie et l'écologie, finalement, hein, les deux E. Et donc, notre budget là, qu'on avait identifié pour la compensation carbone, sincèrement, il a failli plusieurs fois passer à la trappe des coups de rabot budgétaires qu'on était, comme dans toute entreprise, obligé de faire régulièrement. Et on s'est battu, je me suis battu en particulier personnellement, pour un peu le sanctuariser, pour dire non, il faut vraiment qu'on ait quelque chose. Mais je pense que quelque part, dans l'établissement d'un business plan, il faut que la dimension environnementale elle devienne prioritaire. Et moi, je prends toujours l'image avec les budgets de sécurité. Je pense qu'il y aurait pas de débat aujourd'hui pour dire il faut, dans l'organisation d'un grand événement où il y a des mondes, il faut avoir des budgets de sécurité. C'est acquis, c'est reconnu par tout le monde. Et je pense que la maturité sur le sujet de la prise en compte de la dimension environnementale, ça serait d'avoir la même démarche pour dire il faut aussi budgéter des budgets pour compenser nos émissions carbone, parce que c'est aussi fondamental que la sécurité. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est dans cette voie-là qu'il faut qu'on se dirige. Et je pense que c'est une question de volonté, d'impulsion et de priorité budgétaire. Bruno, quand vous entendez Jacques, on voit que l'impulsion vient aussi beaucoup des organisateurs de grands événements sportifs. Donc 2 questions. Est-ce qu'elle peut venir également de la part des entreprises, et est-ce que tous les grands organisateurs d'événements dans le monde que vous accompagnez, pas uniquement dans le secteur sportif d'ailleurs, ont la même sensibilité à ces impératifs de transition ? Alors, comment répondre ? J'ai découvert, moi, je viens pas du monde de l'entreprise à la base, hein. Je suis plutôt côté secteur public. Ce que j'ai découvert depuis 10 ans sur cette mission-là, c'est que l'entreprise a horreur de l'imprévisibilité. Donc, si il y a une règle par rapport aux donneurs d'ordre qui est acceptée, appropriée, validée, et que, quel que soit le lieu, j'ai envie de dire, cette règle est respectée au moment de l'établissement des marchés et la distribution des marchés, l'entreprise se plie et anticipe et peut
écrire un business plan, peut définir des budgets avec un haut de page et un bas de page. Et après, on définit de la marge. Mais par contre, là où c'est très compliqué, et c'est un peu cette tenaille dans laquelle les entreprises françaises ont été pendant ces 3-4 dernières années, c'est qu'on s'est trouvé, ces jeux de paris servent de modèle, et un point de départ par rapport aux jeux de demain, en termes économiques, pas en termes de philosophie politique. Nous sommes bien d'accord. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par contre, dans la réalisation économique, le CIO a voulu changer de modèle. C'est les fameux Event Delivery Model qui ont accouché d'expériences dont j'espère que ce sera réussi, puisque nous en pilotons un, qui est Versailles. Le vrai Event Delivery Model, c'est Versailles, où le comité a confié à un organisateur privé une destination et la réalisation et la livraison et l'organisation des épreuves sur une partie de la destination. Bon. Et en même temps, l'acteur économique est au cœur d'un bouleversement par rapport à ses performances extra-financières, surtout les entreprises cotées que nous sommes. Donc, ça a dû demander une nouvelle forme d'organisation avec des compétences internes sur lesquelles il a fallu investir. On a commencé à répondre à des marchés il y a 3 ans. C'est très long, 3 ans, par rapport à un PNL. Donc, on l'a fait. D'autres entreprises l'ont fait, très bien, en respectant la règle. Il faudrait que, effectivement, on considère que à partir de 2024, et pour les Olympiades futures, en tout cas à ce niveau-là de grand événement sportif, pour les acteurs économiques, parce que sans acteurs économiques, point de jeu, hein, ou alors c'est le lancer du javelot dans un champ, que cette règle soit maintenue. Parce que là, il n'y aurait rien de pire de revenir sur les règles, et pour un acteur économique, c'est la mort du petit cheval. Dorian, tu entends cet enjeu de prévisibilité dont le détenteur de droit peut être un acteur majeur. World Rugby a décidé de réinternaliser l'organisation des futures Coupes du Monde. Est-ce que cette réinternalisation, elle a des objectifs qui ont trait à ces enjeux de prévisibilité ou d'autres objectifs économiques, juridiques que tu pourrais nous présenter? C'est une très bonne question. Et la réponse est oui. Je pense que la prévisibilité est une des raisons principales pour laquelle le modèle de livraison de l'événement a été réinternalisé. Je vais expliquer un petit peu, peut-être parce que ça parle peut-être pas à tout le monde dans la salle. Mais World Rugby donc, a fait sa première Coupe du Monde en 87 en Nouvelle-Zélande. En 95, le sport est passé professionnel. Les Coupes du Monde se sont professionnalisées au fur et à mesure des années. Et le modèle de livraison a toujours été le même jusqu'à maintenant et jusqu'à France 2023. C'est-à-dire que la Fédération internationale World Rugby attribue des droits d'organisation à un pays et une fédération hôte. Donc en 2017, la France a été ravir à l'Afrique du Sud et à l'Irlande, qui avaient également fait candidature, les droits d'organisation de la compétition. Donc c'est finalement un modèle de franchise où, en échange de royalties, un pays et une fédération hôte détiennent les droits d'organisation. World Rugby se retrouve alors à ce moment-là comme l'architecte qui voit son projet de BTP livré, avec un cahier des charges, bien entendu, qui est écrit et donné au comité d'organisation, mais à devoir regarder en fait son bébé se faire organiser et livrer. Aujourd'hui, le changement de modèle, et donc la Coupe du Monde 2023 était la dernière qui était organisée sous ce modèle-là, World Rugby a décidé de réinternaliser l'organisation de ces événements. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de structure tierce, de sous-traitants, et désolé, je ne le prends pas du tout mal, c'est pas ça, le terme n'est pas du tout négatif, mais qui organisera les compétitions, mais la structure qui va être construite sera plutôt une joint venture. Donc World Rugby va être partie prenante et majoritaire dans les structures qui vont être créées pour livrer les événements. Donc ça a plusieurs conséquences. La première déjà, c'est qu'on a changé fondamentalement notre approche de livraison de l'événement, puisqu'on n'est plus en période de candidature, mais on va maintenant travailler avec des fédérations et des pays hôtes dans la construction d'un projet commun. Donc au lieu de dire qui veut organiser la Coupe du Monde et regarder qui toque à notre porte, on va cibler des marchés cibles qui sont importants pour le développement du rugby et on va aller travailler sur un projet qui leur correspond. Donc aujourd'hui, le rugby décide d'aller aux États-Unis, Coupe du Monde 2031-2033. Ça nous donne un objectif long terme où on sait qu'on peut construire.
C'est très important pour le développement du rugby de s'exporter en dehors de ses frontières traditionnelles. Et donc, avec cette nouvelle approche, on peut construire quelque chose qui va être fondamentalement différent du modèle qu'on va avoir en Australie. L'Australie est un marché un peu plus mature, avec une fédération plus développée, et donc on va prendre davantage de risques, par exemple dans la joint venture aux États-Unis, que ce qu'on va faire en Australie. Donc, pour répondre, et je reviens un petit peu à ta question après ce petit préambule, mais de se donner les moyens d'avoir cette vision long terme, où on sait qu'on va en Australie pour 2027-2029, avec un effet d'entraînement Coupe du monde masculine, Coupe du monde féminine. Par ailleurs, pour développer la pratique féminine, qui est un enjeu principal pour World Rugby. Puis après 2031-2033, ça nous apporte une visibilité qu'on n'a jamais eue dans l'histoire du développement du rugby, pour planifier sur le long terme et embarquer avec nous surtout des partenaires qui ont cette expertise pour aller développer. Et aujourd'hui, on cherche des partenaires pour le marché américain notamment, qui ont une connaissance du marché américain, pour nous aider à trouver le meilleur modèle d'organisation de cette compétition. Parce qu'on parle de très loin. Et donc pour les entreprises qui vont nous accompagner, et il y en a déjà certaines qui sont engagées avec nous sur le long terme, il y a cette possibilité de prévoir à long terme et de les emmener avec nous à l'international. Sur ces enjeux de prévisibilité, c'est un peu le cœur de la raison d'être du GIEC. Est-ce qu'il te semble que la trajectoire de décarbonation des grands événements sportifs à l'échelle française et mondiale est claire, ou est-ce que c'est un travail qui reste à réaliser pour les institutions publiques ? Alors que ce soit pour les organisations d'événements au niveau national ou international, ce qu'on observe, c'est que ces événements, ils ont pris du coup des décisions. On commence à avoir des choses un petit peu radicales qui n'existaient pas avant, qui auraient été, je pense qu'il y a 10 ans, si vous aviez dit à vos équipes on va faire ça, ou les gens vous auraient dit non, jamais ça n'existera. Donc on commence à observer des choses, mais je crois que c'est comme le reste de la société, on commence à prendre des chemins, des pentes qui vont dans le bon sens, mais sur lesquels il va falloir bien sûr accélérer, parce que un futur dans lequel on arrive à 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par personne et par an, c'est un futur qui va exister. Il va exister, il faut se préparer à ce futur. Donc comment est-ce qu'on concilie la poursuite de toutes nos activités, que ce soit les événements sportifs ou les autres types d'activités au plan sociétal. Voilà, c'est bien qu'on ouvre aussi des débats, que les acteurs se positionnent par rapport à la façon dont on va se répartir ces crédits carbone et qu'est-ce qu'on apporte au plan sociétal. Pour moi, c'est important. Et je crois que derrière la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on apporte au plan sociétal. Il ne faut pas penser uniquement aux réductions, mais qu'est-ce qu'on met en contrepartie ? Qu'est-ce qu'on amène à la société ? Comment on développe des filières, des compétences, des éléments ? Et je vais peut-être compléter avec un élément, parce qu'on a parlé de prévisibilité et puis de planification. Nous, on compte, la communauté scientifique, sur les entreprises, mais aussi les organisations de grands événements nationaux ou internationaux pour contribuer au processus d'apprentissage du nouveau contexte géophysique. Parce que là, on est déjà à plus 1,5, on va s'orienter vers un monde, hélas, qui va se rapprocher des plus 2. Et ça, on vit déjà dans un monde qui est beaucoup moins prévisible. On a des relevés d'événements qui soient pluvieux, de température, de tempêtes. Aujourd'hui, c'est des choses dont la probabilité d'occurrence, elle est quasi nulle. Et pourtant, on l'observe. 49 degrés 7 à 45 degrés nord à Lytton. En Slovénie, des pluies qui sont censées arriver tous les 500 ans, mais qu'on observe 5 ans d'affilée. Donc 1 sur 500 exposant 5, je vous laisse faire le nombre de 0. C'est des choses qu'on observe. Et je pense que les grands événements, ils sont là aussi pour ça, pour contribuer au processus d'apprentissage. Comment est-ce qu'on rend en fait nos territoires résilients par rapport à ces types d'événements ? Il faut se prévoir, planifier ces futurs chocs, et comment est-ce qu'on continue à faire des événements sociaux, à réunir des gens qui vivent leur passion dans ces futurs contextes. Pardon, c'était un peu long. Merci Nicolas. Pierre, tu avais une réaction par rapport à ce que vient de dire Nicolas ? Oui, on se connaît bien. Non, effectivement, on était lundi soir, je lui disais tout à l'heure, Nicolas, avec Jean-François Gémen, également rapporteur du GIEC, avec des clients, et il nous faisait la remarque suivante, et je vais la partager avec vous parce que je pense qu'elle est quand même assez intéressante. Effectivement, sur ce sujet du développement durable, c'est effectivement comme si on va demander aux entreprises, on va demander aux individus de se lancer dans un régime pour perdre du poids qui va durer 15 ans, au bas mot. Et pendant 15 ans, on va se lever tous les matins, on va se peser et on va voir qu'on n'a pas perdu de poids. Parce qu'effectivement, les règles physiques, les changements climatiques, font que les décisions d'aujourd'hui ont un impact vraiment dans la durée. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué d'embarquer une société, d'embarquer des entreprises, d'embarquer la société dans ce projet-là.
Et donc, quand je reviens, je suis tout à fait d'accord, il y a le socio-économique, il y a le soft power du sport, et moi, je pense qu'on a besoin effectivement de trouver des projets qui nous embarquent dans ce futur, mais dans lesquels on retrouve du plaisir. Voilà. Un plaisir un peu différent, mais toujours du plaisir. Et donc, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le sport aujourd'hui pour proposer cette expérience-là. Et moi, j'entends en tant qu'individu beaucoup du sport pour proposer cette aventure. Parce que c'est vrai qu'à la maison, dans nos déplacements, dans plein de choses, on va se serrer la ceinture, on va faire des sacrifices, mais il faut qu'on retrouve aussi des champs d'expression, des environnements où on retrouvera du plaisir. Et je pense que le sport a la capacité de se réinventer pour nous proposer ça. Jacques, la Coupe du monde de rugby a été unanimement saluée comme étant une grande fête populaire. Comment est-ce que l'on rend désirable et acceptable ces grands événements dans un monde où on le voit, quand il y a des référendums qui sont organisés sur les Jeux Olympiques qui sont souvent négatifs, il y a beaucoup de villes qui se plaignent du surtourisme. Et donc, quel a été le tour de force que vous avez réalisé pour la Coupe du monde de rugby ? Je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Il y avait une volonté aussi depuis le début d'ancrer vraiment l'événement dans les territoires, hein, de ne pas en faire un événement réservé à une élite parisienne, hein, pour Happy Few, mais de faire un événement vraiment qui mobilise tous les territoires. On avait pratiquement plus de 40 jusqu'à 50 collectivités territoriales, des villes, des métropoles, des régions, des départements, des camps de base. Les 20 équipes étaient installées pendant la compétition un peu partout en France. Donc la mobilisation des territoires, ça a été un important élément pour le succès. Je peux vous dire que les mairies qu'on a rencontrées après l'événement nous avaient dit que avant l'événement, il y avait eu parfois un peu de réticence dans les conseils municipaux pour s'engager dans des dépenses, hein, dépenses pour sécuriser par exemple les camps de base. Hein. Il y avait parfois des réticences à voter des budgets pour sécuriser les camps de base ou les fan zones, hein, les zones de célébration. Mais après, pendant l'événement, quand les collectivités ont vu la ferveur populaire, la liesse populaire, l'enthousiasme, le lien social que créent les matchs de rugby, les camps de base et puis toutes les fan zones, il n'y a plus aucun débat. Et les collectivités, d'ailleurs, aujourd'hui, sont tout à fait satisfaites. Tu l'as montré, hein, par l'impact de la Coupe du Monde. Ils ont un retour sur investissement qui était là. Donc la dimension territorialité a été un point très très important. Et puis on a aussi voulu associer toute la famille du rugby, tous les clubs, toutes les villes aussi ont pu faire des événements autour de la Coupe du Monde. Donc l'événement a vraiment rayonné un peu partout sur le territoire. Et puis après, il y a la dimension quand même très, très particulière du rugby, hein, qui est le sport collectif par définition, avec des valeurs qui ne sont pas des valeurs éculées, hein, qui restent encore des valeurs modernes, qui créent du lien, qui rassemblent les générations, les milieux sociaux, les nations. Et ça, effectivement, ça a été les ingrédients qui ont fait que la mayonnaise a bien pris, plus tous les éléments de sécurité, d'organisation qui se sont bien passés. Voilà, on est effectivement assez content d'avoir pu proposer à nos concitoyens 2 mois de grands moments de joie collective que seul, à mon sens, le sport et les grands événements sportifs, et en particulier le rugby, peut apporter. Bruno, la dernière question elle est pour vous et c'est la plus difficile avant de passer aux questions de la salle. Vous avez entendu dans le propos introductif de Marc Lermite que l'ambition, c'était certainement de passer de 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par le sport business français à 100 milliards. Comment est-ce qu'on fait d'après vous? Et est-ce que ces enjeux de réinternalisation de l'organisation des grands événements sportifs par les détenteurs de droits sont une opportunité ou un risque pour des entreprises françaises? Alors, effectivement, c'est pas simple. J'aurais envie de dire, effectivement, on a lancé des chiffres parce qu'on est parti sur des modèles post-Londres en disant voilà, paf en avant, on va avoir un héritage à plusieurs dizaines de milliards et puis ça va développer les chiffres d'affaires. Comment on fait de façon très concrète? C'est très simple, il y a des règles. On fait des règles. On montre qu'on est les plus forts, qu'on livre mieux. On fait des références, on se fait des références.
et on va montrer aux pays hôtes tous les savoir-faire et tout ce qu'ils auraient à gagner à choisir telle ou telle entreprise, surtout quand ils ont livré les jeux d'avant, que ça s'est bien passé, que les gens étaient contents, que tout s'est passé en bonne sécurité. Voilà. Avec un seul problème quand même, c'est que quand on connaît le marché américain et le marché australien, c'est pas facile de faire des affaires en fait. Hein, surtout quand on n'est pas américain, pour le coup, puisqu'ils ont établi tout ce qu'il fallait comme corpus juridique et réglementaire pour faire un protectionnisme comme ils savent faire et comme ils font depuis depuis qu'ils sont américains en fait, hein. Tout simplement. Mais pas ni plus ni moins que les Russes, ni plus ni moins que les Chinois. Il y a tout ça, et donc nous on apprend parce que nous sommes des grands naïfs. Parce qu'on est français, parce qu'on sait faire, on pense qu'on va être choisi. Non, parce qu'on est français, parce qu'on sait faire, on va quand même commencer par se faire casser notre image d'entreprise par jamais ça sera fait, il pleut toujours, venez à Paris avec armé jusqu'aux dents parce que vous risquez, c'est un coupe-gorge à chaque rue. Bon voilà, c'est ça fait partie de ces armes-là que les pays qui ont envie de pousser leur savoir-faire et répandent sur les réseaux sociaux. Donc, on essaie de montrer qu'on sait faire, on essaie de respecter et d'être plus malin que les autres dans leur cadre de jeu juridique et économique. On va avoir du mal, il faut quand même rester clair. On a essayé déjà en 10 ans d'acculturer les entreprises françaises au travers de la filière sport, d'avancer en meute, de faire de la coopétition. On a commencé cette acculturation il y a une quinzaine d'années. Hein. C'est tout le travail on a parlé de diplomatie par le sport, de diplomatie sportive. Bon, c'est pas dans notre gène, c'est pas dans nos pratiques. Voilà. Après, deuxième point, là où ça devient très compliqué, c'est que effectivement, on va rentrer en pleine schizophrénie. Parce que si on veut des grands événements sportifs éthiques, durables, soutenables, et quand je dis soutenable, c'est pour tout le monde, c'est soutenable par l'acceptation des populations qui viennent voir des événements sportifs, et c'est aussi pour le sportif. Parce que quand on dit qu'on va développer le chiffre d'affaires des grands événements sportifs, il y a quand même une grosse inconnue, c'est comment la population des sportifs peuvent tenir la distance. Parce qu'on multiplie les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des anciens vieux, des anciens jeunes. Le problème, c'est que la ressource est toujours la même, hein. C'est le sportif. Et c'est d'ailleurs le gros débat qu'il y a eu à Tokyo sur l'équitation et sur les chevaux. Et pourquoi le CSO, les épreuves d'équitation, sont d'une discipline olympique. Donc on est dans cette espèce de schizophrénie. Oui, on a toute une filière service et industrielle à pousser vers le haut, et ces GESI ont vocation à tirer vers le haut c'est toutes ces filières-là, avec développer du chiffre d'affaires. Et en même temps, on a les recommandations du GIEC, depuis les années 90, qui nous alertent, rapport après rapport, objectif du millénaire après objectif du millénaire, donc voilà. Et le sujet des performances extra-financières en disant il faut faire attention à la masse salariale, à la ressource humaine. Et voilà. Donc, est-ce qu'on va atteindre les 100 milliards ? J'aurais du mal à vous dire oui, mais si on les atteint, ça va être compliqué parce que tout porte à croire que ça sera peut-être moins, mieux, et quand c'est moins, mieux et qu'on va avoir du chiffre d'affaires, c'est donc plus cher. Donc est-ce que les villes hôtes et les citoyens accepteront de payer plus cher pour avoir des événements de grande qualité ? C'est la question. Merci beaucoup Bruno. Il nous reste 12 minutes, donc je vous propose de passer aux questions avec la salle, mais je voulais remercier l'ensemble des membres du panel. Je pense que vous pouvez les applaudir pour leur excellente contribution. Monsieur, je vous écoute. Bonjour, je suis Bruno Fraioli, je suis journaliste à sportbusiness.club. Je voudrais revenir sur un
un élément que Pierre Constant a indiqué tout à l'heure par rapport à la billetterie. Alors effectivement, 80% de l'impact vient des transports, des déplacements. J'ai pas bien compris ce que vous pouviez proposer avec des prix différents, avec, je sais pas, du yield management peut-être, sachant que les grands événements, les places quand même partent comme des petits pains, un peu comme des concerts. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? C'est-à-dire il faudrait pénaliser les spectateurs qui viennent de plus loin par rapport aux locaux? Alors moi, je Merci. suis pas dans la. Non, c'est une bonne question, merci. Donc, je suis pas dans la pénalisation, mais je pense que le constat, il vient du fait aussi, comme le rappelait Yannick dans une de nos études, c'est que la grande difficulté, c'est que, alors j'ai pas les statistiques précises, Yannick, mais tu verras, tu compléteras, mais je pense que 40% des spectateurs ont l'effet carbone le plus important, parce qu'ils viennent du plus loin, mais c'est en même temps ceux qui dépensent le plus. Voilà. Et donc c'est ça un petit peu qu'il faut arriver à travailler pour un organisateur, c'est que ceux qui dépensent le plus pendant l'événement sont ceux qui viennent le plus loin. Donc comment est-ce qu'on fait pour que, en faisant venir des gens qui viennent de moins loin, pour avoir une empreinte carbone plus acceptable, on ne perde pas sur le côté économique? Et donc c'est là où effectivement il faut jouer un petit peu entre les deux, d'une certaine manière, peut-être en arbitrant également la billetterie ou d'autres types de prestations. Moi, je vais pas vous livrer toutes les solutions. Je pense qu'il faut prendre aussi les éléments économiques, les mettre sur la table et tirer des scénarios. Je pense juste, moi, qu'il faut arrêter de faire comme avant. Je pense que ces enjeux sont complexes. C'est systématiquement des paradoxes, on l'a bien rappelé. Donc, soit on a un courage politique, un courage managérial pour imposer les choses, on l'a évoqué. Soit on réfléchit à changer l'ordre du cortège pour mettre au début de nos processus budgétaires ces éléments-là, soit on invente des nouveaux modèles. Voilà. Peut-être que vous ayez les ordres de grandeur en tête. Pour la Coupe du Monde de rugby, 12% des spectateurs de l'hémisphère sud ont généré 40% de l'impact économique et 60% de l'impact carbone. Et donc en fait, c'est cette équation qu'il convient de régler. Et une des pistes de réflexion, qui n'est pas partagée par tous, bien sûr, c'est de se dire, si on priorisait des spectateurs à fort pouvoir d'achat, mais plus proches de nous que les Australiens et les Néo-Zélandais, par exemple les Irlandais, les Anglais, qui dépensent tout autant par jour, mais qui viennent de beaucoup moins loin, alors on arriverait à avoir un impact économique similaire, mais un impact carbone 20% moindre que celui qui a été observé pendant la Coupe du Monde de rugby. 20% d'impact carbone en moins pour la Coupe du Monde de rugby, c'est plus ou moins l'équivalent de la consommation carbone de 15 000 Français sur une année. Alors, Jacques. Si je peux rebondir sur ce que dit Yannick, parce que c'est un débat qu'on a effectivement, comme Yannick nous a fait l'étude d'impact sur les chiffres qui ont été montrés là, sur la Coupe du Monde, on a discuté effectivement de ce sujet. On n'est pas complètement peut-être en phase sur les solutions. Si effectivement on est en phase sur le diagnostic, après les solutions, effectivement il peut y avoir la piste que mentionnait Yannick, qui nous semble peut-être un peu compliquée en termes de faisabilité, parce qu'on est là pour accueillir l'ensemble du monde du rugby. Par contre, moi, je vois plus, à partir de l'expérience qu'on a eue, la modeste expérience qu'on a eue sur la Coupe du Monde de rugby, c'est la mobilisation de tout l'écosystème. Encore une fois, nous, autour de notre plan d'absorption carbone, on a réussi, alors c'est notre faute parce qu'on s'est pris sûrement trop tard et on n'a pas mis l'énergie suffisante pour le faire, mais on a mobilisé une collectivité sur 50 et un sponsor sur 50. Et je ne parle pas de tout notre écosystème, les avionneurs, les opérateurs de mobilité, les agences de voyage, voilà, tous ceux qui, quelque part, sont partie prenante de la production d'émissions carbone. Voilà. Si on avait réussi à mobiliser fortement, en mobilisant des ressources financières, l'ensemble de notre écosystème, on aurait pu aller beaucoup plus loin sur notre démarche d'absorption carbone. Pour moi, c'est l'enseignement que j'en tire, et je pense qu'on aurait pu le faire si on avait attaqué le sujet très en amont, avec plus d'énergie, et je l'assume, moi, directement comme responsabilité. Une autre question ? Bonjour, je m'appelle Tanguy, moi je travaille sur les sujets de sport transition, et vous avez abordé une notion qui est assez intéressante, qui est l'impulsion. D'où vient cette impulsion de vouloir changer le modèle, d'implémenter des stratégies de réduction carbone, etc. Et donc je m'adresse à Jacques et Dorian. Pour vous, cette impulsion, parce qu'on a évoqué la prévisibilité, la stabilité, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'impulsion aujourd'hui de s'inscrire dans des démarches
l'opinion publique qui pousse à cette impulsion? Est-ce que c'est les financeurs? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le juridique? Comment vous percevez justement cette impulsion? Je pense que tu les as résumés, mais elle est multifactorielle. Il y a bien sûr le cadre réglementaire qui va nous obliger de toute façon, si on regarde un petit peu à l'horizon 2030-2040, à de toute façon changer, à défaut de changer pas selon nos propres termes. On a aussi, mine de rien, tous nos sponsors maintenant, de plus en plus, qui viennent nous aborder et qui nous demandent quelle est votre démarche RSE, quelle est votre démarche sustainability. On ne se fera un partenariat avec World Rugby ou avec votre événement que si on peut s'agréger, vous aider dans cette démarche-là. Donc ça, c'est aussi, mine de rien, une impulsion forte. Nous, dans le rugby, c'est un peu particulier parce qu'en plus, on a 3 nations qui sont quand même très fortes, très souvent présentes dans les Coupes du monde masculine et féminine, que sont les Fidji, les Tonga et les Samoa, qui sont directement menacés d'existence, finalement. Donc ça nous parle encore plus dans les conseils politiques qui peuvent exister à l'échelle de World Rugby. Et puis, je pense que Yannick en a parlé, mais dans l'étude, on le voit aussi, les spectateurs et nos fans, maintenant, et notamment les nouvelles générations, sont demandeurs. Je crois que c'était 54%, je parle sous ton contrôle, qui disaient qu'ils attendaient les organisateurs d'avoir une conscience environnementale et de faire des efforts dans ce sens-là pour réduire leur émission carbone. Nous, on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Surtout quand on fait du travail de long terme, on doit prévoir quelle sera la société aux États-Unis en 2031-2033. Quand on fait les cahiers des charges ou quand on prévoit, il faut qu'on puisse anticiper le monde dans lequel on sera et quelle aura été l'attente de la société à ce moment-là. Très intéressant et je vous rejoins. Et justement, je pense que Pierre le sait, mais je travaille sur les sujets de financement du sport. Et donc, justement, sur ce choix de partenaires qui choisissent de plus en plus des événements qui sont impliqués sur des stratégies d'impact, est-ce que aussi, on va dire, la perception est la même de votre côté? Est-ce que vous choisissez des partenaires qui s'alignent à votre vision? On peut prendre l'exemple par exemple de Total qui a été endigué par la mairie de Paris pour soutenir Paris 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette légitimité de le faire? Est-ce que vous le faites? C'est des discussions en fait qu'il faut qu'on ait. On n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. Je laisserai éventuellement Jacques, parce que c'est vrai que c'était un partenaire du comité d'organisation Total Energy sur la Coupe du Monde 2023. Mais aujourd'hui, ce sont des grands débats qui sont partagés en fait par tous les acteurs du sport. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme un sponsoring responsable? Qu'est-ce qu'on considère comme un bon ou un mauvais sponsor? Nous, aujourd'hui, notre vision, en tout cas, c'est que toute entreprise qui peut ramener son expertise et son savoir-faire dans la réalisation de notre vision stratégique est un bon partenaire. Et je vais prendre l'exemple de, par exemple, la société française Capgemini est devenue partenaire global de World Rugby. Aujourd'hui, ils nous ont aidés à développer notre outil pour calculer nos émissions carbone. Et ils ont apporté ils ont une expertise, bien sûr, d'accompagnement dans notre transition et de trouver les bons modèles et les bonnes structures au sein de World Rugby pour pouvoir traiter les enjeux de sustainability. C'est une expertise d'un partenaire qui vient coller à notre vision. Donc, nous, ça va vraiment être ça sur l'expertise. Bien sûr, on a la chance d'avoir GL aujourd'hui sur le panel. Jacques pourra bien en parler, parce que pareil, c'était au niveau du comité d'organisation. Mais l'expertise technique de GL pour livrer un événement comme une Coupe du Monde de rugby, c'est une évidence. Donc voilà, c'est plus ces partenaires-là, je pense, qui vont à l'avenir nous aider. Jacques, une réaction peut-être sur le choix des sponsors du Oui, comité d'organisation? non, mais il faut savoir que dans l'équilibre économique d'un grand événement sportif, on a besoin de sponsors. Hein. Sur la Coupe du Monde de rugby, l'apport des sponsors, c'était plus de 80 millions d'euros, si vous voulez. Donc c'est quand même significatif. Donc voilà, après, moi je ne suis pas l'ambassadeur ou l'avocat des différents sponsors qui ont aidé à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, mais on a besoin des sponsors. Et voilà, donc on n'a pas d'autre solution par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas partie de l'équilibre économique d'un grand événement sportif. On va prendre une dernière question de la salle. Est-ce qu'il y a un bras qui se lève? C'est la dernière chance. Ensuite, vous devrez attendre les pauses café. Bon, écoutez. Oui, Nicolas, tu veux dire le mot de la fin? Merci. Désolé, juste pour compléter, parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais en termes d'impulsion, je crois que c'est important de ne pas oublier les sportifs. Les sportifs qui sont des vrais porte-voix pour des communautés importantes. Je le vois en Suisse, on a un groupe de travail avec Protect Our Winters, on a des champions olympiques dans notre groupe de travail qui associent des entreprises, des scientifiques et des sportifs de haut niveau et qui aussi réfléchissent au futur de leur pratique, au futur des événements.
À la fédération d'athlétisme, où moi je suis entraîneur depuis 10 ans, bah pareil, il y a aussi ces réflexions de la part des sportifs qui sont en train de faire la sélection des événements auxquels ils participent en fonction de la façon dont ils ont été organisés, de leur engagement en termes de RSE. Donc je crois qu'il y a tout un écosystème qui est en train de bouger. Il ne faut pas oublier la voix du sportif hein, en tant que porte-parole aussi de ces enjeux. C'est des générations, c'est des gens qui entraînent des générations importantes. Et puis c'est au cœur de cette pratique de ces événements. Et voilà, en termes d'impulsion, je peux vous garantir que du côté des sportifs, on est prêt aussi à bouger et à évoluer. Que ce soit les jeunes ou moins jeunes, les élites, ils sont pleinement conscients et prêts à s'engager sur ces enjeux. Le véritable mot de la fin revient à Jacques. Moi, si j'avais un mot à dire, c'était le mot responsable, parce que je pense que l'avenir des grands événements sportifs, c'est vraiment cette dimension de responsabilité RSE, responsabilité sociétale. Et moi, je pense vraiment, de par l'expérience que j'en ai vécue, je pense que ça peut même être l'avenir pour les grands événements sportifs en Europe, en France en particulier, et en Europe, parce qu'on a un vrai facteur différenciant par rapport aux autres territoires, que ce soit l'Asie ou que ce soit les Émirats. Nous, on peut et on doit, et on sait le faire, en particulier en France, on sait prendre nos engagements sociétaux, que ce soit l'environnement, mais aussi toutes les démarches sociétales sur l'inclusion, sur la lutte contre la discrimination, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le handicap, sur les luttes contre l'homophobie, l'égalité des droits. Voilà, il n'y a pas beaucoup de territoires dans le monde qui sont capables de porter ces messages-là. Et je pense que ça peut être pour nous un vrai facteur différenciant, notre capacité à organiser des grands événements sportifs qui seront bien sûr performants sur le plan sportif, sur le plan économique, mais en plus avec ce facteur différenciant sur l'engagement sociétal. Et ça, je pense que les Émirats ne sont pas capables de le faire, ou en Asie, ce n'est pas non plus capable de le faire. Et nous, on sait faire ça, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant en tant que citoyen. Je pense que c'est demain ce que nous demandera la société sur ces domaines-là. Merci beaucoup Jacques pour ce mot de la fin inspirant. Merci à tous les panélistes. Merci à vous. Je pense que vous pouvez les applaudir.